Les rendez-vous de Philopop. C'est les rendez-vous de Philopop sur Westrack Radio. Bonjour aux auditeurs de Westrack. Je voudrais commencer cette émission par un hommage à Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie dans un collège de Conflans-Sainte-Honorine, assassiné dans des conditions particulièrement atroces par un barbare qui prétendait que son Dieu lui avait commandé de le venger et de tuer. C'est à Samuel Paty que je dédie cette émission. Il n'est pas mort parce qu'il voulait être un héros. Il est mort assassiné parce qu'il enseignait. Qu'on se souvienne que l'enseignement est un métier fondamental qui exige non pas des honneurs momentanés, mais un respect continu et constant. Je voudrais réfléchir aujourd'hui à la notion de peuple. Voilà une notion très souvent utilisée qui se prête à des usages différents et donne lieu à bien des confusions. On parle aussi bien du peuple français que du peuple de la banlieue. Tantôt on désigne par là une collectivité nationale, tantôt une partie seulement de cette collectivité, cette partie qu'on désigne aussi parfois par l'expression de classe populaire. Mais quel que soit l'usage du mot, il est utilisé pour nommer un groupe d'hommes qui se trouvent unis ou rassemblés par des intérêts communs, une condition commune, une histoire commune. C'est vrai aussi bien du peuple français, qui est une collectivité nationale historiquement constituée et politiquement organisée autour d'un État, que de ce qu'on nomme le peuple au sens des classes populaires. On dit parfois péjorativement le bas peuple, pour désigner la partie la moins riche du peuple national. Là où le français ne dispose que d'un mot, le latin en avait deux, et même trois. Le populus, d'un côté, qui désigne la communauté des citoyens, le peuple au sens politique, et puis, de l'autre côté, il y a le plebs, la plebs, je ne sais plus quel est le genre, ou le vulgus, qui, en latin, désigne la fraction inférieure de la société. Quand on parle du peuple, on parle surtout du sens politique, c'est-à-dire on parle surtout d'un être qui prend des décisions, qui agit. Le peuple n'est pas seulement un regroupement d'individus, c'est un acteur. C'est ainsi qu'on le conçoit sur le plan politique. Lorsqu'on dit par exemple que le peuple a décidé, qu'il a tranché, qu'il a donné son verdict. Sous cet angle, il n'est pas seulement une réalité observable. Il ne se définit pas seulement par le territoire qu'il occupe, par les mœurs et la langue qui sont les siennes, les institutions et les lois qui le régissent. Il est avant tout un sujet collectif qui décide et qui agit. Il n'est pas simplement la somme des individus qui le composent, il a l'unité d'un corps politique dont les individus sont les membres, ce sont les citoyens. Il est doté d'une âme et d'une volonté, la volonté du peuple qui s'affirme à travers les décisions adoptées par ceux qui exercent le pouvoir en son nom. Et alors à ce moment-là, évidemment, la question est de savoir qui est le peuple, qui peut se revendiquer de sa volonté. Or, on sait bien que souvent, la volonté du peuple est invoquée pour des raisons opposées, aussi bien par des gouvernements qui prétendent agir au nom du peuple, parce qu'ils ont été élus, mais pas toujours, que par une foule qui se soulève et manifeste en proclamant « Nous sommes le peuple », comme ce fut le cas en 1989 en Allemagne de l'Est, à Leipzig et à Dresde, contre le pouvoir en place, comme ce fut le cas en Égypte et en Tunisie, lors de ce qu'on a appelé le printemps arabe, ou comme on l'a aussi entendu, de la part des Gilets jaunes en France, qui criaient « Nous sommes le peuple »,
lors de leur rassemblement. Ainsi, d'un côté, il y a un pouvoir qui prétend parler et agir au nom du peuple, et de l'autre, une foule qui, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, se rassemble et manifeste en criant quel est le peuple et qu'elle ne veut pas d'un pouvoir qui prétend agir en son nom. S'il est vrai qu'on passe ainsi très vite de la question « qu'est-ce que le peuple ?» à la question « qui est le peuple ?» ou plutôt « qui l'incarne ?» il faut d'abord se demander à quel type de réalité on a affaire, étant admis qu'il ne s'agit pas d'une réalité simplement observable. Ce peuple, que l'on conçoit comme un sujet collectif, a-t-il vraiment une existence? Ou ne s'agit-il là que d'un mythe, d'une croyance illusoire? Ce sera l'objet de notre réflexion. Alors pour l'aborder, je prendrai appui sur deux visions opposées du peuple, celle que nous donnent deux écrivains du XIXe siècle, l'historien Jules Michelet, dans l'histoire qu'il écrit de la Révolution française, dont la première partie paraît en 1847, et celle de Gustave Flaubert, dans son roman « L'éducation sentimentale », paru en 1869. En examinant les raisons de leur opposition, nous verrons que la réponse à la question « Le peuple existe-t-il ?» de quel type est son existence, s'il existe, la réponse à cette question dépend en définitive de la manière dont chacun des auteurs conçoit le lien entre le peuple au sens politique et le peuple au sens social, le populus et le vulgus. Et en définitive, de la manière dont chacun de ces auteurs envisage justement le vulgus, le petit peuple. Michelet consacre les premières pages de son histoire de la Révolution française à l'événement de la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, qui est considéré par tout républicain comme l'événement fondateur de la République. Si l'on s'en tient à l'observation, on ne peut pas tenir un propos comme « le peuple a pris la Bastille le 14 juillet 1789 ». Pour énoncer un tel propos, il faut considérer comme Michelet, par exemple, que le peuple est un sujet collectif, qu'il est l'acteur principal, le héros de cet événement fondateur. Tout le problème est alors de savoir ce qui autorise Michelet à affirmer que le peuple existe et qu'il est ce sujet collectif qui a pris la Bastille. Ce n'est pas en tout cas l'observation. L'observation montre trois choses. Sur le plan sociologique, la plupart des hommes qui ont participé à la prise de la Bastille étaient des artisans et des ouvriers qui habitaient le faubourg Saint-Antoine. Sur le plan démographique, ces hommes étaient entre 10 000 et 20 000, ce qui somme toute est assez peu en comparaison de la population totale de Paris qui à cette époque était de 700 000 habitants. Sur le plan factuel enfin, ces hommes se dirigèrent en foule, ce jour-là, vers la Bastille, et ils s'attaquèrent à cette place fortifiée qui était protégée par des canons. La Bastille était une prison dans laquelle le roi de France pouvait faire enfermer qui il voulait par simple lettre de cachet. Et malgré les tirs de canon dirigés contre elle, la foule parvint à s'emparer ce jour-là de la Bastille. Voilà ce qu'ont pu observer le 14 juillet 1789. Mais pour dire que le peuple a pris la Bastille ce jour-là, il faut aller au-delà de l'observation. Il faut produire un récit qui fait du peuple le sujet de l'action collective. Il est ainsi le héros qui prend la Bastille, symbole de l'arbitraire, symbole de ce qu'on appellera bientôt l'Ancien Régime. Qu'est-ce qui autorise Michelet à parler du peuple, à lui attribuer l'existence d'un acteur historique, si ce n'est pas l'observation? Est-ce l'intelligence qui permet de savoir qu'on a affaire au peuple, de rapporter l'ensemble des faits à cet acteur unique? Pour saisir la réalité du peuple, Michelet écarte aussi bien l'observation que l'intelligence. C'est le cœur seulement qui peut l'appréhender. À travers l'événement du 14 juillet,
Le peuple se révèle en effet comme une puissance collective qu'on ne peut connaître que parce qu'on se sent intimement lié à elle. On ne peut connaître le peuple, on ne peut éprouver son existence que parce qu'on se sent du peuple. Pour un aristocrate, c'est impossible, car il ne se sent pas du peuple. Pour lui, le peuple n'existe pas. Il n'est qu'une foule haineuse et violente qui s'en prend stupidement à la Bastille. C'est comme le dit Michelet, par l'unanimité des esprits que le peuple se manifeste. Il est ainsi une puissance spirituelle qui se révèle ce jour du 14 juillet à travers l'esprit de chacun des hommes qui sont du peuple, en commandant à chacun de se rassembler avec tous les autres pour prendre la Bastille. Cette unanimité des esprits est un accord immédiat des esprits. Il se fait spontanément. Il ne procède d'aucune concertation préalable. La prise de la Bastille n'est pas une action dont le projet a d'abord germé dans l'esprit de quelques meneurs, qui aurait été suivi dans un second temps par la masse des autres. La prise de la Bastille est l'œuvre du peuple qui résulte du rassemblement spontané de tous. Michelet n'hésite pas à parler du peuple en des termes religieux. Il reprend le vocabulaire de la religion pour en exprimer la puissance spirituelle. L'existence du peuple relève d'un acte de foi. Si les hommes, comme l'explique Michelet, n'avaient écouté que leur intelligence, jamais ils n'auraient entrepris de prendre la Bastille, car elle s'avérait une forteresse imprenable, protégée par de l'artillerie. Seule la foi, donc, pouvait rassembler les hommes et les conduire à unir leurs forces pour réaliser ce que Michelet n'hésite pas à nommer le miracle de la prise de la Bastille. Il fallait en effet que chacun croie en l'existence du peuple pour se prêter à sa voix et se transcender, se dépasser et marcher ainsi vers la Bastille en bravant le danger. Mais avant de présenter la vision du peuple de Flaubert, faisons maintenant une petite pause. I think it had to do with mornings in April and afternoons in June. That sun that shines makes everything look so fine, and you look very nice in blue, awfully handsome in blue. And I want so much to talk with you, but every time I try, my heart jumps to my throat. And I am afraid my words will sound so foolish, and I'm scared away by my doubt. I shake my head in doubt, but it don't matter how much I feel with it. My heart is in a bind, and it won't make a difference if I won't admit it. I can't erase you from my mind. Well, everywhere I look, I see flowers blooming, couples kissing hand in hand. Well, it should make me feel so very happy, but it only serves to make me very sad. It only serves to make me so very sad. Well, it don't matter how much I fiddle with it. My heart is in a bind, and it won't make a difference if I won't admit it. I can't erase you from my mind. No, 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 I can't erase you from my mind.
July fades away in creep September's gray. I am progressively blue. My friends all laugh at me. Where is their empathy? I need some sunshine, that would be you. I need some sunshine, that'd be you. Yeah. You. Suddenly I feel something deeply unreal. I feel your eyes on me. Oh wow, oh golly gee, my heart's in ecstasy. It's truly bursting at its happy seams, yeah. It's truly bursting at its seams, and it don't matter how much I feel with it. My heart is in a bind, and it won't make a difference if I won't admit it. I can't erase you from my mind, no, no, no. I can't erase you from my mind. And I like you on my mind. Yes, I love you on my mind. Oh, I love you all the time. Yes, I love you all the time. Donc à cette présentation lyrique de la puissance du peuple que nous avons vue avec Michelet, j'opposerai maintenant la vision très désenchantée qu'en donne Flaubert dans l'Éducation sentimentale, paru en 1869. Flaubert fait le récit des journées révolutionnaires de février 1848 qui entraînent la fuite du roi Louis-Philippe et donne naissance à la Seconde République. Et à travers le regard de certains de ces personnages, Flaubert décrit le peuple comme une foule en désordre, une masse grouillante, c'est son expression, qui dévaste tout sur son passage. C'est une foule incapable d'admirer la beauté du mobilier du château des Tuileries, quand elle pénètre dans ce château que vient de fuir le roi Louis-Philippe. C'est une foule qui s'enivre de l'exercice de sa puissance et du spectacle de sa violence. Aussi, c'est avec beaucoup d'ironie et de sarcasme qu'Hussonnet, l'un des personnages du roman, utilise le nom de peuple. Le peuple, quel mythe, déclare-t-il. Et en désignant la foule en désordre, il s'écrie « Voilà le peuple souverain ». Et comme il finit par le dire, le seul nom que mérite le peuple, pour lui, c'est celui de canaille. Alors il est d'autant plus intéressant de confronter Flaubert et Michelet que lors des journées de février 1848, la foule insurgée reprend les symboles de la Révolution de 1789. On chante la Marseillaise. Mais le vandalisme auquel elle se livre à l'intérieur du château des Tuileries n'est en fait que la répétition grotesque de la prise de la Bastille. Alors que pour Michelet, le peuple est une puissance spirituelle capable de rassembler les hommes, d'organiser une république, pour Flaubert, il n'est qu'une multitude informe, incapable d'un projet,
qui lui permettent de se constituer en un corps politique et de se gouverner. Livré à lui-même, le peuple n'est encore une fois qu'une masse grouillante. Il n'est que la canaille, qui se livre au pillage et qui n'est qu'une force destructrice. Donc d'un côté, pour Michelet, le peuple existe, mais il n'existe pas comme une réalité tangible, c'est une puissance spirituelle. Et puis de l'autre côté, pour Flaubert, il n'existe pas. Le peuple n'est qu'un mythe. Et c'est un mythe dangereux, car en affirmant l'égalité des citoyens, en proclamant la souveraineté du peuple, on risque de donner au bas peuple, à la plèbe, un pouvoir considérable qui mène à une violence sans frein. Cette confrontation entre Michelet et Flaubert a un intérêt. Elle montre que la question de l'existence du peuple, au sens politique du terme, dépend en fait de la manière dont on conçoit le peuple au sens social du mot, c'est-à-dire la plèbe. S'il ne peut y avoir de peuple politique, pour Flaubert, c'est qu'il n'y a en vérité qu'un seul peuple, la plèbe, et que celle-ci n'est qu'une masse grouillante et dangereuse, lorsqu'elle n'est pas contenue. Pour Michelet, en revanche, c'est la plèbe qui seule peut faire le peuple au sens politique, puisque c'est le petit peuple de Paris, celui des artisans et des ouvriers du faubourg Saint-Antoine, qui prend la Bastille. Ce ne sont aucunement les notables et les aristocrates. C'est dans le petit peuple que se trouvent les hommes qui seuls peuvent avoir la foi et le sens de la fraternité qui permettent au peuple d'exister politiquement en se rassemblant. Alors, on est souvent tenté de se plaindre de l'ambiguïté que comporte en français le mot de peuple. On regrette le latin qui, lui, effectivement, comme on l'a vu, distingue plusieurs termes. Mais, en définitive, loin d'être un obstacle regrettable, cette ambiguïté est au contraire riche d'enseignements, car elle attire notre attention sur l'articulation implicite qui existe entre les deux sens du mot. Le peuple politique, le populus, et puis le peuple social, le vulgus. Et nous comprenons alors que du rôle accordé à ce dernier, à la plèbe, dépend la réponse à la question « Qu'est-ce que le peuple ?» sur le terrain politique. Arrivé à ce stade de notre analyse, il est utile de procéder à un travail de clarification. Et pour ce faire, je m'appuierai sur un extrait d'un livre d'un grand philosophe allemand, Emmanuel Kant, qui a pour titre « Anthropologie au point de vue pragmatique », publié en 1793, pendant justement la Révolution française. Et dans cet extrait, Kant montre que la notion de peuple n'a pas seulement deux sens, mais trois sens. Et ce qu'il écrit ici va s'avérer très utile. À chacun de ces sens, on peut faire correspondre un terme latin spécifique ou même un terme grec. Le premier sens, c'est le sens juridique, pour lequel le peuple se définit formellement comme l'ensemble des citoyens, ceux qui sont aptes à délibérer et à se prononcer sur les lois. En latin, comme on l'a dit, c'est le mot populus. Le peuple constitue ici un tout. Il forme un corps politique qu'on appelle aussi une nation, au sens moderne du mot, et ce corps politique est ordonné par des lois sous la direction d'un État. Le sens moderne de la nation, c'est celui que lui donne l'un des premiers acteurs de la Révolution française de 1789, l'abbé Sieyès, qui rédige un texte très important qui a pour titre « Qu'est-ce qu'une nation ?» La nation, écrit-il, est un corps d'associés vivant sous une loi commune et représenté par une même législature. Et depuis la Révolution américaine et la Révolution française, la volonté du peuple est censée être au fondement de la nation. C'est elle qui est censée légitimer les lois. C'est au nom du peuple que les gouvernants et les juges accomplissent leur mission. Mais comme l'indique Kant,
le sens juridique de la notion de peuple n'est pas autosuffisant. Un peuple existe par une délimitation entre les individus qui en font partie, les citoyens nationaux, et ceux qui sont extérieurs, notamment les étrangers, qui composent d'autres peuples. Cette délimitation suppose un découpage géographique des frontières et entérine des distinctions d'ordre culturel. Le monde est ainsi constitué de plusieurs peuples qui se distinguent les uns des autres par des espaces géographiques distincts, mais aussi par leurs particularités culturelles. Et avant de se distinguer donc sur le plan juridique et politique, les peuples se distinguent sur le plan ethnique comme des communautés culturelles. Alors il y a donc ici un deuxième sens du mot peuple qui correspond d'ailleurs au terme grec d'ethnos, qui donne ethnie en français, et aussi à celui de nation, mais dans son sens premier, dans son sens étymologique, puisque le mot nation vient d'un verbe latin, nascor, qui veut dire naître, et effectivement, originellement, la nation désigne une origine commune, des racines communes. On parle aujourd'hui plutôt d'une identité culturelle. Alors il y aurait beaucoup à dire sur ce second sens, mais pour ne pas être trop long et bien suivre mon fil directeur, je le laisserai de côté. J'en viens au troisième sens de la notion de peuple, le sens social. Le peuple comme vulgus ou comme plebs. Ce qu'écrit Kant à ce sujet est très intéressant et mérite d'être cité. Le peuple désigne, écrit-il, l'élément indiscipliné du peuple, c'est-à-dire l'élément indiscipliné du peuple comme populus, qui s'appelle la plèbe. Quand elle se coalise contre les lois, c'est la révolte. Et Kant ajoute, conduite qui la déchoit de sa qualité de citoyen. Ainsi, le peuple entendu comme la plèbe est présenté par Kant comme cette partie du peuple, du populus, qui est indisciplinée. C'est celle qui peut devenir séditieuse et qui menace de dislocation l'unité du corps politique, l'unité du populus. Kant ne dit pas, comme Flaubert le laissera entendre, que la plèbe doit être exclue de toute participation à la vie politique, mais en la désignant comme cette partie qui peut s'insurger et détruire l'unité du corps politique, l'unité de la République, il voit en elle une partie séparatiste, comme on dirait aujourd'hui, prête à faire sécession, et il évoque la possibilité de la déchoir de la citoyenneté, si cela s'avère nécessaire. Alors si la plèbe est un élément indiscipliné qui risque à tout moment de désobéir aux lois, il vaut mieux qu'elle ne participe pas directement à l'exercice du pouvoir. Il vaut mieux qu'elle soit dirigée par des représentants qui auront la sagesse et la capacité de décider des lois qui conviennent et agiront au nom du peuple. Et Kant n'est pas le seul à se méfier de la plèbe, à craindre qu'elle soit une force incontrôlable. Montesquieu, avant lui, Sieyès, en 1789, envisage un mécanisme de représentation qui permette de l'endiguer. Si je résume, la plèbe constitue un danger pour le peuple au sens politique du terme. Les distinctions établies par Kant nous ramènent donc au problème que nous avons formulé en dégageant la raison de l'opposition entre les deux visions du peuple qu'ont Michelet et Flaubert. Le problème est donc le suivant. Le peuple, au sens politique, peut-il exister comme corps politique si le peuple, comme plèbe, est une menace, une force qui risque de détruire sa cohésion? C'est ce problème que nous chercherons à résoudre dans notre dernière partie. Quel lâche. Nous laisser comme ça. C'est honteux. Plutôt mourir que de souffrir l'invasion par des troupes étrangères. Vive les patriotes! Fidélité à l'Assemblée. Fidélité
députés! Aux députés! Fidélité à l'Assemblée! Je jure fidélité à l'Assemblée nationale. Fidélité à l'Assemblée nationale. Il n'y a plus que nos députés pour nous défendre. Il faut faire alliance. Comme l'eau et la terre. Fidélité à la nation! Vive la liberté! Vive la loi! Fidélité à l'Assemblée nationale! Fidélité à l'Assemblée nationale! Fidélité à la nation! Fidélité à nos députés! Vive l'égalité! Et quand on les aura tous pendus, on leur touchera la paille au cul. On peut en tout cas noter une constante. Pendant des siècles, jusqu'à la Révolution française, et même ensuite, la plèbe a été présentée comme la fraction de la société irrationnelle et dangereuse. On trouve déjà cette idée, c'est chez ce grand philosophe de l'Antiquité, Platon, 5e siècle avant Jésus-Christ, dans son grand ouvrage La République. Pour Platon, le peuple ne peut pas exister politiquement. Il ne peut être que la plèbe, c'est-à-dire le plus grand nombre, la majorité des citoyens qui n'ont pas de richesse et sont incapables, selon lui, de gouverner. Si les hommes avaient tous la même aptitude, qui leur permette de se prononcer sur le bien commun, on pourrait parler de peuple. C'est ce que pensent les partisans de la démocratie. Mais, pour Platon, seuls quelques hommes, seule une élite, est capable de connaître le bien commun. Et encore faut-il qu'elle soit éduquée pour accéder à cette connaissance. Ainsi, pour Platon, la démocratie est un régime illusoire et impossible. Le peuple n'est en définitive que la foule, une multitude d'hommes incapables de voir les lois qui conviennent à la cité, car ils sont seulement désireux de satisfaire leurs intérêts particuliers. Et il arrive à Platon d'utiliser souvent deux images pour représenter ce peuple. Il compare le plus grand nombre tantôt à un tribunal d'enfants, tantôt à un gros animal. Alors, comme les enfants, le peuple ne voit que ce qui lui fait immédiatement plaisir. Il confond l'agréable et le bien, au risque de se nuire à lui-même. Comme des enfants qui ne mangeraient que des bonbons, risqueraient évidemment de tomber malades. Comme des enfants qui sont prêts à se laisser séduire par un cuisinier qui leur présenterait des friandises, le peuple est prêt à suivre tout orateur, tout démagogue qui saura flatter ses passions, au risque de détruire la cité, au risque de se nuire à lui-même. Le plus grand nombre, par son nombre, est une force. Mais c'est une force qui a besoin d'être domptée et d'être dirigée afin d'être utilisée à bon escient, afin d'éviter qu'elle ne dévaste la cité. C'est pourquoi Platon compare aussi le peuple à un gros animal qu'il faut dompter. Toutes ces images convergent dans le même sens. Elles indiquent que la foule, et c'est, je rappelle, ce à quoi pour Platon se ramène le peuple, elles indiquent que la foule est, par nature, ignorante et irrationnelle. Elle est incapable de se gouverner car elle est incapable de connaître le véritable bien, dont la réalisation permettrait à la cité de vivre en harmonie. Platon ne dit pas que la foule est dangereuse. Si elle est incapable de gouverner, elle n'est pas pour autant inévitablement ingouvernable. Elle le devient en revanche si elle se trouve sous l'influence des orateurs, des démagogues qui, en sachant flatter ses passions, parviendraient
à l'unir derrière une opinion aveugle. C'est l'influence pernicieuse exercée par les sophistes, par les démagogues, par les orateurs de tout poil, qui peut ainsi rendre la foule dangereuse et la transformer en cet élément indiscipliné qu'il faut contraindre et soumettre, pour reprendre la formule de Kant. Mais comme je l'ai dit, le peuple peut être gouverné. Il peut être intégré à l'ordre politique d'une cité juste et harmonieuse si on lui reconnaît sa compétence propre et si on l'admet à sa juste place dans la cité. Sa juste place n'est pas de commander, mais d'être capable d'obéir en reconnaissant la sagesse des élites, de ces philosophes rois qui, selon Platon, sont seuls capables de gouverner la cité en se dévouant entièrement à elle. Sa fonction véritable, c'est la production économique des richesses. Le peuple, c'est le plus grand nombre, composé des citoyens qui exercent des métiers artisanaux. Alors, j'ai résumé ici le projet qui est celui de Platon dans La République, ouvrage où il s'interroge sur les conditions qui permettent de réaliser une cité juste. On pourrait aussi résumer son propos de manière un peu grossière, en disant qu'une société ne peut pas être viable si le peuple gouverne. Elle ne peut l'être que s'il est docilement soumis à une élite sage et compétente, qui seule est capable de savoir ce qui est bien. Et comme on dirait aujourd'hui, il faut user de pédagogie avec le peuple pour le convaincre de la nécessité des mesures envisagées par le gouvernement et s'assurer ainsi de son consentement, plutôt que de le voir sombrer dans le populisme. On voit donc que l'idée d'un peuple ignorant et irrationnel n'est pas nouvelle. Elle vient de loin. Tant que le peuple est ainsi conçu, on ne peut pas envisager qu'il devienne un sujet collectif capable de se gouverner. Pour que l'idée d'une souveraineté du peuple soit pensable, il faut que s'opère une réhabilitation du peuple en tant que plèbe. L'existence du peuple comme populus n'apparaît possible, c'est-à-dire à la fois concevable et réalisable, elle n'apparaît possible que si l'on rompt avec l'idée péjorative qu'on a ordinairement du peuple en tant que plèbe. Comme le montre une historienne contemporaine, l'historienne Deborah Cohen, qui enseigne, je crois, à l'université de Rouen, dans un livre très précieux qui a pour titre « La nature du peuple », cette idée péjorative s'impose tout au long du XVIIIe siècle, avant la Révolution française, et pas longtemps même avant la Révolution française. Le peuple n'a alors qu'un seul sens. Il désigne seulement de manière péjorative le bas peuple, la plèbe. Ils sont très peu nombreux à cette époque, les écrivains qui osent mettre en cause cette représentation. Alors, il y a Rousseau qui publie en 1755 son premier grand ouvrage de philosophie, le discours sur les origines et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Mais il y a aussi un écrivain moins connu et aujourd'hui méconnu, l'abbé Coyer, qui publie la même année une dissertation sur la nature du peuple. Rousseau, comme l'abbé Coyer, mettent en cause l'idée largement admise et répandue au XVIIIe siècle d'une infériorité naturelle du peuple. Et il me paraît ici intéressant de voir comment l'un et l'autre opèrent cette mise en cause et contribuent chacun à la réhabilitation du peuple avant que la Révolution française ne consacre sa promotion. Dans sa dissertation, l'abbé Coyer feint de se demander si le peuple fait vraiment partie du genre humain, afin de tourner en dérision l'image que s'en font les nobles. Comme il le montre, les hommes du peuple sont assimilés à des bêtes de somme. Et, de manière assez subtile, il suggère que cette assimilation n'est pas la marque
d'une infériorité naturelle, comme on le dit, mais bien le résultat d'une domination politique et sociale qui a servi et qui abrutit les hommes du peuple. Je cite alors. En outre, comme le montre encore l'abbé Coyer, si l'on remontait l'arbre généalogique des nobles jusqu'à la souche, eh bien on verrait que les ducs sont les descendants d'obscurs gens du peuple qui se sont autrefois illustrés comme des soldats courageux sur le champ de bataille. En changeant de statut au fil des générations, les hommes devenus ducs n'ont pas pour autant changé de nature. Ce sont toujours des hommes, comme leurs obscurs ascendants. Conclusion, comme le dit l'abbé Coyer, le peuple fait bien partie du genre humain. Mais il ajoute ironiquement que c'est là une vérité qu'il faut garder cachée. Car si elle était connue du peuple, celui-ci pourrait remettre en cause sa condition. Et le texte de l'abbé Coyer est ici extrêmement savoureux, et je ne résiste pas au plaisir de le citer. Voici ce qu'il écrit. Le peuple est donc composé d'hommes, mais il est à propos qu'il l'ignore toujours. Et je ne le dis qu'aux riches, aux grands et aux ministres, qui pourront, comme auparavant, abuser de l'ignorance du peuple. Fin de citation. Alors que Coyer écrit que le peuple est composé d'hommes, Rousseau, lui, va beaucoup plus loin. Il écrit ainsi dans son traité de l'éducation, Les Milles, qui paraît en 1762, je cite, « C'est le peuple qui compose le genre humain. Ce qui n'est pas le peuple est si peu de choses que ce n'est pas la peine de le compter. » Rousseau renverse donc complètement l'opinion qui domine au XVIIIe siècle. Il retourne en quelque sorte la comptabilité. Alors que le peuple est compté pour quantité négligeable par les aristocrates, c'est le peuple qui, selon Rousseau, compose vraiment le genre humain. Parce qu'il est d'abord la partie, de loin, la plus nombreuse de la société, et que ceux que Rousseau appelle les gens du monde, dont les aristocrates, sont très peu nombreux, et, en conséquence, ne comptent pas. Alors on serait tenté de penser que Rousseau verse ici dans une mystique du peuple, qui consisterait à le parer de toutes les vertus. Rousseau n'idéalise aucunement le peuple. Il écrit ainsi, je cite, « Le peuple se montre tel qu'il est. Il n'est pas aimable. Il n'est pas aimable parce qu'il est grossier. Il n'a pas les bonnes manières. Mais il n'est pas aimable aussi parce qu'il a des vices. Il est loin, en tout cas, d'être vertueux. Sa situation d'infériorité sociale le rend envieux, jaloux, parfois haineux. On ne peut donc pas idéaliser le peuple. Et on ne peut pas faire le procès à Rousseau d'avoir mythifié le peuple. Toutefois, comme l'explique Rousseau, le peuple a l'avantage de se montrer tel qu'il est. Il n'a pas besoin de se dissimuler, contrairement aux gens du monde. Et c'est là une différence importante. Comme l'explique Rousseau, je cite, « Il faut bien que les gens du monde se déguisent. S'ils se montraient tels qu'ils sont, ils feraient horreur. » S'ils ont les bonnes manières, c'est surtout pour dissimuler le fond de leur âme, qui est particulièrement répugnant. Quels que soient les hommes, c'est toujours l'amour-propre qui les rend méchants. Et l'amour-propre est ce sentiment qui pousse les hommes à se comparer, à chercher à se distinguer des autres, à vouloir être plus que les autres. Et si ce sentiment est présent chez les gens du peuple, comme je l'ai dit, il est particulièrement exacerbé chez les gens du monde, au point de devenir chez eux une véritable fureur de se distinguer. C'est l'expression de Rousseau. Leur passion de se distinguer augmente en effet à mesure que les moyens matériels qui leur permettent de se distinguer augmentent.
plus ils accumulent de richesses, plus ils ont besoin de s'affirmer à travers ce qu'ils possèdent. Et plus ils ont besoin de se distinguer et de montrer qu'ils font partie d'un monde supérieur. La situation sociale du peuple, réduit à la pauvreté, limite au contraire, chez lui, l'expansion de l'amour-propre. Et parce que le peuple est plus pauvre, il est aussi plus sensible à la souffrance humaine, car il en fait l'expérience la plus fréquente. Aussi, les hommes du peuple sont beaucoup plus capables que les privilégiés de s'identifier à la souffrance des autres, car chez eux, la pitié est présente et n'est pas étouffée. Et la pitié est ce sentiment qui, pour Rousseau, permet de s'identifier immédiatement à tout homme souffrant, à vivre en quelque sorte sa souffrance comme si elle était la sienne. Ainsi, si comme le dit Rousseau, c'est le peuple qui compose le genre humain, ce n'est pas seulement parce qu'il est la partie numériquement la plus importante de la société, mais c'est aussi et surtout parce qu'elle est celle qui est le plus capable d'identifier ce qu'il y a de commun à tous les hommes, ce qui fait qu'ils sont des êtres sensibles, sujets à la souffrance. Et il faut donc être du peuple pour sentir au fond l'humanité et être en mesure de concevoir ce qu'il y a d'universel, ce qu'il y a de commun aux hommes, en deçà des différences et des inégalités qui les séparent et qui résultent de la société. Les gens du monde, les aristocrates, en sont incapables, tant ils sont aveuglés par la fureur de se distinguer. L'amour-propre est tellement exacerbé chez eux qu'ils s'immunisent contre la pitié et se rendent ainsi insensibles à la souffrance du peuple, qu'ils ont besoin d'imaginer par amour-propre comme une sorte de sous-humanité. Je cite Rousseau. « Il est naturel qu'on fasse bon marché des hommes qu'on méprise. » Les aristocrates voient les hommes du peuple comme des êtres naturellement inférieurs. Pour eux, ce ne sont à peine des hommes. Et ils font preuve d'inhumanité à leur égard. On comprend donc maintenant ce que veut dire Rousseau lorsqu'il écrit que c'est le peuple qui compose le genre humain. Seuls les hommes du peuple sont capables de sentir et d'identifier ce qui est humain. Et il faut d'abord sentir ce qui est humain pour être en mesure de concevoir et d'élaborer la notion politique de peuple. C'est parce qu'on sait ce que les hommes ont par nature en commun qu'on peut élaborer la notion politique de peuple qui repose sur l'idée d'égalité des hommes et qui sera finalement le fondement de l'autorité politique. Tant qu'on est aveuglé par l'amour-propre, on ne peut pas sentir ce qui est humain. On ne peut donc pas concevoir la notion politique de peuple. Nous voilà ainsi revenus à notre question initiale, le peuple existe-t-il ? Eh bien, la réponse est très simple. Il ne peut exister que pour celui qui sent et qui sait ce qui est humain, ce qui est universellement humain. Le peuple ne peut donc être conçu au sens politique qu'à partir de la plèbe. Pour prolonger cette réflexion, j'indiquerai quelques références après le plan de l'émission d'aujourd'hui, qui sera podcasté sur le site de Westrack. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien et surtout, prenez soin de vous.